Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. De retour à la maison pour un petit débrief politique de la semaine. On voulait vous parler de 3 points. On va revenir sur la gauche avec le livre de Fabien Roussel, le soutien de Martine Aubry à Olivier Faure dans le cadre du Congrès. Et le complément d'enquête sur la France insoumise. On reviendra aussi sur Bétaram avec les révélations de la fille de François Bayrou. Et d'abord, le drame qui s'est passé à Nantes, avec beaucoup d'interrogations et notamment les prises de position des politiques, avec Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, qui est sorti avec genre toujours les mêmes arguments, en disant c'est un ensauvagement de la société, il faut plus d'ordre, il faut une boussole pour ces jeunes, un cadre, etc. Et la proposition de François Bayrou de mettre des portiques devant l'entrée des établissements scolaires. Toi, comment vas-y en premier, comment tu analyses ce fait divers absolument tragique, mais qui dit aussi quelque chose du moment qu'on traverse, à la fois dans la récupération, mais aussi l'événement en soi. Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que j'ai vu Johanna Roland, qui est la maire de Nantes, une femme que je trouve super, donc qui a réagi à ce drame hier, en maire, en étant vraiment présente pour soutenir les familles, etc. Et en s'interdisant de porter une appréciation politique générale sur cet événement. Je peux parfaitement comprendre qu'elle, en tant que maire, elle ne le fasse pas. Par contre, je pense que c'est pas possible que simplement Retailleau et Bayrou portent appréciation sur la question. C'est-à-dire, est-ce que c'est un fait divers anecdotique ou est-ce que c'est quelque chose qui est significatif? Alors, ce qu'il y a de vrai, c'est que on peut toujours dire, et ça me paraît juste, qu'il n'y a pas d'augmentation de la mortalité violente par homicide. Par homicide. Ça reste, on continue d'être dans le déclin, donc on est à la fois on est très marqué par les homicides, et puis c'est vrai qu'il y en a eu ces dernières années un certain nombre qui ont concerné des jeunes gens à la sortie d'un stade de foot, de leur collège, dans l'établissement lui-même. On se souvient encore de Amiens avec le professeur, comment il s'appelait, Bernard Samuel Paty. Non, c'est le professeur Bernard qui avait défendu des élèves et qui en était mort. Donc voilà, il y a quelque chose qui frappe énormément la société française, et donc moi je voulais juste dire que il y avait 3 niveaux d'explication qui ont émergé. La première, c'est celle de Retailleau, qui emploie maintenant le mot de déconstruit, donc c'est devenu un mot dans la langue courante, et il explique que les jeunes sont déconstruits, qui n'ont plus de repères, de l'ordre, de la hiérarchie, etc. Et que donc c'est ça qu'il faut reconstruire, parce que sans ça, ils partent en sucette, et donc ils en viennent à tuer leurs camarades. Donc ceux qui peuvent croire à ce genre de choses, je ne sais pas qui peut penser que c'est une bonne explication, surtout quand en fait ça se passe au même moment qu'il y a le débat sur Bétaram. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que c'est aussi la remise en cause de l'ordre des hiérarchies qui permet que des violences cessent dans de très nombreux établissements scolaires, notamment les pensionnats et les établissements catholiques. Donc je trouve qu'il est très malvenu de venir parler de la nécessité de remettre de la hiérarchie, de l'ordre ancien, etc. Voilà. La deuxième niveau de réponse qui est apparu, c'est il faut sanctuariser l'école. Et donc, il faut empêcher que les armes rentrent dans les établissements scolaires. Donc, on va mettre des portiques. Bon, armes étant des couteaux. Oui. C'est ça dont on parle, on parle pas de Kalachnikov. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors là, on est dans un total délire, parce que, déjà, Laurent Wauquiez avait eu cette proposition géniale pour la région Rhône-Alpes en 2016. Il y avait déjà eu un ministre de l'Éducation en 2009, dont j'ai oublié le nom, ça commence par un D. Xavier Darcos. C'est ça, Xavier Darcos, qui l'avait proposé aussi. Donc, on sait à peu près combien ça coûte cette affaire. Ça coûte 100 000 € par établissement scolaire. Donc ça fait une somme tout à fait considérable. Il y a 58 000 établissements, ça fait à peu près 6 milliards. Voilà, pour mettre des portiques, alors avec
un, la somme que ça représente, deux, le dysfonctionnement que cela occasionnerait, parce qu'évidemment, quand on va à l'aéroport, on accepte de venir 2 heures à l'avance, mais quand on va en cours à 8 heures du matin, on ne va pas arriver à 6h30 ou à 7 heures pour pouvoir avoir le temps de faire la queue pour rentrer dans l'établissement. 3, en plus, c'est totalement absurde, puisque, comme tu viens de dire, c'est les armes, les couteaux, mais les couteaux métalliques, parce que les couteaux en céramique, eux, ne seraient pas détectés, et par ailleurs, les armes qui peuvent tuer ne sont pas que des couteaux. Il peut y avoir des ciseaux, il peut y avoir aussi des armes liées par destination, c'est-à-dire une chaise que tu en balances sur la tête de quelqu'un, ça peut lui faire très mal. Donc tout ça est totalement ridicule, c'est juste de l'agitation, et une fois de plus, c'est pour faire genre, on va agir. L'État va prendre ses responsabilités et va agir. Je crois que ça décrédibilise vraiment, vraiment la parole publique. C'est-à-dire que ceux qui racontent quand ils vont après le typhon à Mayotte, qu'ils allaient tout reconstruire en 2 ans. C'est Macron. Oui, c'est Macron et c'est le gouvernement. Oui. Enfin bon, 6 mois après, non quoi. Les gens ils sont encore dans le marasme le plus complet. Et ces effets d'annonce permanents qui ne sont pas suivis d'effets. La santé mentale qui est la grande cause nationale, et il ne se passe absolument rien à la suite de ça. Donc là, je pense que ça touche vraiment. Personne ne croit à leur salade. Personne ne croit qu'il va y avoir 6 milliards mis pour faire des portiques dans les entrées de lycée. La deuxième chose que je voulais dire sur ça, c'est que la réponse de gauche a été de dire c'est la santé mentale qu'il faut renforcer, il faut donner des moyens à la santé mentale. C'est tout à fait vrai que la santé mentale est absolument en décrépitude et qu'on a trop de gens qui ont besoin de soins et qui ne sont pas pris en charge. Et ça devient à une très grande échelle. Mais l'autre chose qui m'est apparue hier, c'est qu'on ne peut pas quand même juste avoir comme réponse, quand on est devant un phénomène aussi massif de mal-être de la jeunesse, avoir comme seule réponse qu'on va lui apporter des soins psychiatriques. Je veux dire, il faut quand même se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'on a une jeunesse qui va mal. Alors, il y a le caractère complètement paroxystique de ce type qui est parti en sucette, enfin, je veux dire, qui a vrillé complètement et au point de passer à l'acte et de tuer une de ses camarades. Mais il y a quand même une question de l'ampleur, moi, autour de moi, l'ampleur de mes amis, le nombre de gens que je connais qui ont des ados qui ne vont pas bien, qui sont malheureux, dépressifs, angoissés, etc. Enfin, sans que ça aille jusqu'à ces cas extrêmes, ça ne change pas ce que je disais au départ, c'est tout à fait exceptionnel qu'on passe à l'acte. Mais par contre, le phénomène de mal-être dans la jeunesse, maintenant, il faut quand même arrêter de penser qu'on va y répondre uniquement par des soins. Il faut qu'on réponde à la question de fond. Pourquoi les jeunes vont mal ? Voilà, donc moi je supporte pas bien cette idée que tout passerait par des soins de santé mentale. Il faut les faire, il faut des moyens, mais il faut aussi s'interroger sur qu'est-ce que c'est qui mine le moral des jeunes. Moi, deux petits points. Le premier, c'est sur la question, la réponse d'ordre qui est demandée par le gouvernement actuel. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Je rajouterais que ça a été essayé, c'est essayé dans certains pays. Je pense notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, presque dans tous les établissements, vous avez des personnels de sécurité, des vigiles en gros devant les écoles et des portiques. Le résultat, c'est quoi ? C'est qu'ils ont encore plus de tueries de masse que chez nous. C'est-à-dire que ça n'empêche pas les tueries de masse. Ça veut dire bien que le problème est ailleurs et qu'on ne prévient rien du tout en mettant des portiques. On n'arrive même pas à éviter les drames. Voire on aggrave l'angoisse. Exactement. Voire on aggrave l'angoisse. Tous les jours, on te montre qu'il y a un danger. Exactement. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est sur le problème du mal-être en fait de ces jeunes. Je suis d'accord avec toi que la réponse ne peut pas être que psychiatrique, mais c'est vrai que moi j'ai lu les 13 pages qu'a écrit le jeune de Nantes, là, le jeune assassin de Nantes, et ça fait froid dans le dos parce qu'il y a énormément de points qu'il soulève. Il parle de l'écocide de la planète, il parle de son manque de repères, il a du déclin de la civilisation, etc. Alors on sait qu'il avait des accointances nazies qui dessinaient sur ses cahiers des croix gammées, etc. Mais au fond, la question qu'il pose,
et que, à mon avis, beaucoup de jeunes se posent, c'est la question de l'horizon. En fait, quel horizon aujourd'hui on offre à un gamin de 16 ans? On lui dit que la planète est en train de brûler et que de toute façon, ça va être la fin de la nature et de l'humanité. On nous prépare à la guerre. Je veux dire, Emmanuel Macron a quand même pris la parole au mois de janvier pour nous dire qu'il va falloir se préparer parce que les Russes arrivent. Ok, d'accord. Il y a aussi les problèmes identitaires, en fait, de cette jeunesse, alors que parfois ils résolvent en tombant du côté de l'extrême droite et en disant il faut protéger la nation judéo-chrétienne ou je ne sais quelle bêtise, mais ça correspond, ça répond en fait à un manque d'horizon qu'il leur est offert. Et pour finir sur la gauche, que la gauche n'arrive pas à remplir. Elle n'arrive pas à offrir en fait un horizon suffisamment fort à cette jeunesse. En partie, parce qu'il y a une partie de la jeunesse qui quand même arrive à voir dans les horizons d'émancipation offerts par la gauche, et notamment par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, une possibilité, un espoir en fait. Et quand on voit les scores que Jean-Luc Mélenchon fait auprès des jeunes, c'est indubitable. Mais c'est pas le seul parti à récupérer le vote des jeunes. L'extrême droite aussi, hein, même si c'est lui qui est quand même un peu en avance sur... et l'abstention aussi. Et l'abstention. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il en capte une partie, Jean-Luc Mélenchon. Il arrive à susciter une envie d'avoir envie, un horizon, une envie de se battre. Et genre, tu sais pourquoi, genre, quand tu votes Jean-Luc Mélenchon, quand tu dis que tu votes Jean-Luc Mélenchon, quand tu milites à la France Insoumise, au fond, ça te donne un espoir dans la vie. Donc, mais là, maintenant, la problématique, c'est d'en faire une dynamique majoritaire, enfin une dynamique plus importante. Et là, c'est vrai qu'on atteint un peu... là, il y a un problème, quoi. Genre, c'est là que ça coince, en fait. Et donc, il y a toute une partie de la jeunesse qui n'arrive pas, ceux qui se voient pas, qui se retrouvent pas dans le projet de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, ben, ils sont un peu... ils sont perdus, quoi. Enfin, ou bien ils tombent du côté de l'extrême droite, comme ce jeune, ou bien dans la violence, ou bien dans le ressentiment. Et c'est là qu'il y a un souci. Donc, on part pas de rien. La gauche, elle part pas de rien, en fait, dans ce projet émancipateur. Elle a des forces vives, elle a mené, ça fait longtemps qu'elle mène des réflexions. Maintenant, il faut que ça prenne encore plus corps pour éviter que, genre, il y ait toute une partie des jeunes générations qui partent à volo. Oui, je dirais juste un truc, c'est qu'en fait, ça doit se ramener à la vie individuelle. C'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu, quand tu as 17 ou 18 ans ou 20 ans, c'est ta vie. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu as parlé de dynamique majoritaire. Je ne sais pas si c'est exactement ça le problème d'un jeune qui a 17 ans. Ou je crois qu'il a 16 ans, le garçon. C'est-à-dire que le problème, c'est lui, est-ce qu'il est capable de trouver dans un engagement concret, c'est-à-dire un groupe avec des camarades avec qui il va militer, avec qui il va agir, tu vois, un espace pour se construire lui et se représenter dans un autre futur, dans un futur dans lequel il est acteur et qui n'est pas une catastrophe atomique, quoi. Et moi, quand je disais trop dans la raquette, moi j'utilise souvent cette expression de maillage de la société. Il faut que la société soit maillée, c'est-à-dire que genre, c'est pas des filets de sécurité, c'est où est-ce que tu es inséré? Donc tu peux être inséré dans ta famille, dans tes amis, dans tes camarades de lutte ou je sais pas quoi, tu vois. Mais il faut que tu sois inséré quelque part. Si jamais on se concentre que sur certaines mailles, en l'occurrence par exemple le militantisme quand on est de gauche, et qu'on en oublie certains, et genre, bah oui, eux, ils vont se constituer en fait un autre maillage, ou pas de maillage du tout, tu vois, et ils partent genre je sais pas où, tu vois, enfin, et c'est le problème en fait de se concentrer que sur certaines populations. Oui, mais c'est pour ça que la gauche, elle a sa part, et dans l'action de la gauche, c'est l'action de la gauche qui a sa part, et puis tu as tout le reste, c'est l'ensemble des réponses sociales. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans la vie associative, qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui se passe dans la famille, voilà, comment les lieux où ça va pouvoir, où chacun va pouvoir trouver des accroches pour se construire quand on a, enfin, bon, voilà, je crois qu'en tout cas, on peut vraiment la tendance
qui est de dire il faut donner plus de moyens à la psychiatrie. Je trouve que c'est vrai, mais ça peut pas être la réponse de la gauche quand même. Alors on parlait de famille, on va continuer à parler de famille avec François Bayrou, dont la fille a parlé dans Paris Match des violences qu'elle avait subies lors d'une colonie de vacances organisée par l'établissement scolaire Betaram. La réponse de François Bayrou est juste lunaire, c'est de dire il tombe des nues. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il passe du statut du mec qui a essayé de cacher à la victime, pas la victime, mais on parle de sa fille quand même. Et donc, et on sent, notamment quand il a pris la parole sur le sujet, qu'il a essayé de dire je suis choqué. Et en fait, je pense qu'il est d'ailleurs sincèrement touché par ce qui s'est passé avec sa fille. Donc, il change de statut. En fait, un peu. Moi, je dis. Et d'ailleurs, il y a certains éditorialistes qui ont dit ça pourrait le sauver. Non, mais mais c'est moi, ça me gonfle. Tu sais, mais moi, je suis hors de moi parce que je l'entends partout, ce truc-là. N'importe quoi. François Bayrou passe de statut de mise en accusation à statut de victime. Voilà. Non. Mais moi, je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et vas-y, dis. Et notamment, le discours qu'il a produit de dire comment ça se fait qu'il n'ait pas parlé. Voilà qu'elle n'ait pas parlé, que ses enfants n'aient pas parlé. Et voilà ce qu'il a dit. Alors que jamais il se pose la question de comment ça se fait qu'on ne les ait pas entendus, comment ça se fait qu'on ne les ait pas écoutés. Que je ne les ai pas écoutés. Et que je ne les ai pas écoutés. Jamais une remise en question de sa part dans cette histoire dramatique et qu'on prend de plus en plus systémique en fait dans notre société. Et je trouve que c'est à un point, comment on dit, c'est cruel en fait. Je trouve et c'est moi, quand j'ai entendu l'histoire de cette fille, ça m'a vraiment, j'ai eu un haut le cœur, quoi. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on en soit là? Comment c'est possible que notre Premier ministre, notre chef de gouvernement n'arrive même pas à comprendre ce qui s'est passé? C'est-à-dire que là, je lui demande pas à l'époque d'avoir compris, etc. Mais aujourd'hui, de dire, j'ai merdé. Pourquoi j'ai merdé? Voilà ce qu'on attend aujourd'hui de François Bayrou. Il ne peut pas faire autre chose et il n'arrive même pas à le dire. Il n'arrive même pas à dire j'ai merdé. Il tient, il dit non, ils n'ont pas parlé, c'est quand même pas normal qu'ils n'aient pas parlé. Mais va te faire voir. C'est toi qui n'as pas entendu et c'est toi le problème. Il ne comprend pas qu'il est le problème. Exactement. Parce que, alors, la révélation de cette nuit, puisqu'on est vendredi après-midi et que donc hier soir, elle était invitée de l'émission À l'air libre de Mediapart, dans lequel elle rapporte que son père est allé voir le juge qui instruisait l'affaire d'un des mises en accusation pour viol en 96. Et ce monsieur donc a témoigné devant la commission d'enquête sous serment et a dit la conversation avec François Bayrou a duré des heures, 2 au minimum, dans mon bureau, chez moi. Et sa fille témoigne en disant il m'a parlé de cette conversation. Donc cette conversation a eu lieu, ce que François Bayrou n'a jamais reconnu. Jusqu'à ce que, très récemment, il dit « Ah oui, je lui ai parlé de manière fortuite, on s'est rencontrés fortuitement. » Alors, pas du tout fortuitement, puisqu'il est allé chez lui, et il s'est installé dans son bureau, et ils ont discuté pendant des heures. Donc, il n'y a rien de fortuit, et il l'a nié, mettant en cause, le juge remettant en cause sa parole, qui était quand même sous serment. Et ça veut dire que, depuis 1996, François Bayrou est au courant de ce qui s'est passé. Alors ça, c'est extrêmement grave sur le plan, je dirais, des responsabilités politiques qui étaient les siennes, comme ministre de l'Éducation nationale, puis comme toutes les responsabilités qu'il avait au plan local. Mais en effet, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'en fait, depuis 1996, ça fait quand même maintenant 30 ans que ce monsieur n'a pas trouvé les moyens de discuter avec ses enfants, pour que ses enfants lui parlent. Parce que cette fille, elle n'était pas fermée à parler, puisqu'elle a parlé. Donc elle n'avait pas décidé qu'elle n'avait pas oublié, elle n'avait pas décidé que c'était une chose indicible. Elle a attendu que les conditions soient possibles. Et les conditions sont possibles parce qu'il y a eu ce livre collectif, parce que les choses ont été mises sur la place publique et parce que les temps ont changé. Parce qu'aujourd'hui, en effet, on sait
qu'il y a de la maltraitance, qu'il y a de la violence, qu'il y a des violences sexuelles, intrafamiliales, mais pas seulement, parce qu'il y a eu le travail qui a été fait par la CISIF sur les violences au sein de l'Église, et les violences sexuelles en particulier. Donc, il y a quelque chose qui a bougé dans la société, qui a permis que des paroles, la sienne et celle des 200 personnes qui aujourd'hui portent plainte contre l'établissement de Betaram, tous ces gens ont trouvé les conditions pour pouvoir parler à l'échelle de la société. Mais en tout cas dans la famille Bayrou, depuis 1996, on ne les a pas trouvés. C'est-à-dire qu'il les maintient, moi je trouve ça très problématique, en dehors du fait que je trouve ça triste pour lui en tant que père, parce que là il est quand même mis devant la réalité d'une défaillance gravissime quand même de sa fonction de père. Mais au-delà de ça, ça veut dire que ce sont quand même des gens qui dirigent avec des valeurs, des principes qu'ils n'ont pas remis en cause, qu'ils n'ont pas interrogés, et c'est quand ils dirigent le pays. Ils construisent une politique d'éducation. C'est ça qui fonde après les conneries de Retailleau qui expliquent que les gens sont déconstruits et que donc du coup ils remettent en cause l'ordre, etc. C'est-à-dire qu'en fait il y a cette idée de qu'est-ce que c'est que la bonne éducation qui n'a pas été réinterrogée. Quand cette espèce de tarte de Borne explique qu'il faut construire Parcoursup dès la maternelle, mais non mais franchement, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Alors ça renvoie à notre question de tout à l'heure sur l'angoisse des jeunes à qui on met une pression de dingue dont ils n'arrivent pas à se sortir. Mais ça renvoie aussi à une idée de qu'est-ce que c'est que les bons choix pour le pays, la bonne éducation, la formation des générations futures. Et c'est lui qui dirige. Non mais stop quoi. Je vais dire un truc, j'y pense quand tu parles, tu vois. Parfois, ça peut aussi... Moi, j'ai été confronté, en fait, à un cas un peu similaire, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, c'est mon grand-père qui a été abusé physiquement lorsqu'il était enfant, dans une école de catho, genre dirigée par des bonnes sœurs. Et c'est assez intéressant parce que, en fait, il a mis très longtemps à réussir à l'admettre. Et le truc, c'est... Moi, j'en ai parlé avec lui quand moi, j'étais adolescent, et il a réussi à accoucher, en fait, de cette vérité qui était très difficilement dissible pour lui. Hein. Enfin, je veux dire, il est passé de 0 ans, sa mère est morte en couche, jusqu'à ses 18 ans, il était dans un établissement catholique, un internat. Et il a raconté voilà, les brimades physiques, les violences physiques qu'il a reçues pendant toute cette éducation. Il l'a raconté, il avait 80 ans. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a fallu effectivement que les conditions soient réunies. Et les conditions qui étaient réunies, c'était en fait des gens qui étaient capables de l'écouter. Et les gens qui étaient capables de l'écouter, en l'occurrence, c'était ses petits-enfants. Et moi, et donc on a travaillé ça. Il en va de même pour d'autres questions, par exemple, qui sont liées à la collaboration. C'est une autre partie de ma famille. Non, mais parce que c'est hyper intéressant. Parce que c'est des choses aussi qui sont compliquées, en fait. Quand dans ta famille, il y a eu des collabos. Enfin, ou genre... oui, des gens qui ont collaboré. Et ben ça, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'avait pas été dit pendant toute une période. Et puis, au bout d'un moment, genre, les conditions... Mais parce qu'il y avait des gens qui étaient là pour écouter. En l'occurrence, c'était moi. Enfin, parce que c'était moi le récipiendaire. Enfin, je le sais, mais il y avait d'autres gens. Il y avait mon père, etc. Tout le monde est capable, à un moment, d'écouter ce qui s'est passé dans la famille et comprendre, en fait. Genre, donc, ça va dans tous les sens. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas... Là, on parle de relations de père et d'enfant. Mais ça peut aussi aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que, en fait, il faut, à un moment, sur toutes les questions... Tu vois, genre, créer les conditions pour accueillir la parole et ensuite la traiter. La traiter parce que, en l'occurrence, pour la fille de François Bayrou, c'est des souffrances. Et des souffrances et des traumas qui courent encore jusqu'à aujourd'hui. Enfin, donc, je pense que c'est des dispositions de la société qu'on doit tous mettre en place à n'importe quelle génération, tu vois, genre pour que, pareil, quand t'as 15 ans, en fait, et que c'est ton copain ou ta copine, en fait, qui a été violée, il faut aussi mettre en place les conditions pour que ça puisse être dit. C'est difficile, hein, enfin, c'est pas forcément le bon endroit. Exactement. Elle dit ça, elle dit qu'elle n'a pas parlé alors qu'elle a vu ses camarades se faire maltraiter et que finalement c'est ça d'ailleurs, c'est ce remords qui l'a
conduit à parler, parce qu'elle s'est dit, je ne peux pas ne pas prendre ma part, alors que je sais, j'ai vu et je n'ai rien dit. C'est-à-dire le fait de n'avoir rien dit, elle le vit comme quelque chose qui la ronge, quoi. Mais non, mais je pense que... Après, il y a une responsabilité plus importante de ceux qui sont en responsabilité, c'est-à-dire les parents, le corps éducatif et en l'occurrence les élus. Hein. Non, mais tout à fait. Et pour boucler avec la première partie de notre discussion, c'est que ça, ce n'est pas qu'une question de psychiatrie, ce n'est pas qu'une question de gens qui vont écouter des paroles de manière professionnelle. Il est possible qu'il y en ait, et il faut certainement qu'il y en ait, et en particulier pour les gens qui ont été les plus... Mais c'est un état d'esprit général. C'est pour ça que quand Retailleau dit... ça suffit, il faut remettre de l'ordre et de la hiérarchie. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit qu'il faut refermer la boîte. C'est-à-dire que cette parole qui s'est ouverte, il dit il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Et le fait qu'il emploie le mot déconstruction, qui est quand même le mot des féministes à propos de la déconstruction du registre patriarcal, le fait qu'il reprenne ça, c'est tout à fait significatif. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est on est allé trop loin. Voilà, c'est qu'il faut en finir avec le wokisme, au sens de éveiller, c'est-à-dire au sens de prendre conscience d'une réalité, des inégalités, des violences. Et c'est ça que Retailleau dit, ça suffit, il faut refermer. C'est incroyable quand même. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a vu Retailleau dire qu'il y avait un ensauvagement de la société à cause de ce qui s'est passé à Bétara, mais dans tous les établissements catholiques, tout ce qui est en train de sortir? La réponse est non. Évidemment, voilà. Évidemment. Dernier sujet, la gauche, avec l'envoyé spécial. Vous avez vu, on est plus rapide. Hein. Ouais, hop. Non mais on était trop bavard. On est en Zoom, on est trop bavard. Vas-y, l'envoyé spécial sur la France Insoumise qui a été diffusée jeudi soir. Oui, c'est une émission qui est assez longue. Complément d'enquête d'ailleurs. C'est complément d'enquête. Ouais, complément d'enquête. C'était jeudi soir à 23h. Ça se voit en replay, donc vous pourrez le voir si vous voulez. Ça dure 1h30 à peu près, donc c'est quand même un morceau assez important qui retrace toute l'histoire de la France Insoumise depuis 2022. Et en fait, comment on est passé de 2022, Jean-Luc Mélenchon qui fait le score qu'il a fait, qui fait son discours émouvant en disant « faites mieux », à la crise qui a eu son apogée au mois de juillet de l'année dernière avec l'exclusion de tous ceux qui n'étaient pas tout à fait orthodoxes. Voilà. Et donc il y a un certain nombre de témoignages, d'images qui sont ramenées, rappelées, etc. Moi, je suis ce qui se passe à la France Insoumise de manière quotidienne, donc personnellement je n'y ai rien appris. Mais c'est une bonne... je veux dire, ça raconte l'histoire dans pas toute l'histoire de la France Insoumise, mais en tout cas tous les moments charnières de la crise de la France Insoumise, soit en interne, soit avec ses partenaires, c'est-à-dire que ça revient sur l'affaire Caténin, ça revient sur la gestion de la question des retraites, et notamment le désaccord qu'il y a eu entre toute la gauche et la France Insoumise, et quand je dis toute la gauche politique et syndicale, et la France Insoumise. Ça revient sur la démocratie interne et le fonctionnement interne de la France Insoumise, et jusqu'à l'éviction donc de 5 députés qui ont été évincés de la France Insoumise puisque leur mandat ils n'ont pas été reconduits dans leur mandat en juillet, et que Clémentine Autain et François Ruffin ont dit bon, ça suffit comme ça, on se barre nous aussi, quoi. Donc ça raconte un peu toute cette histoire. Moi, ce que je me suis dit en sortant de cette émission, j'ai trouvé que tout était relativement correct. C'est-à-dire que l'histoire a été à peu près racontée comme moi je l'ai comprise. Et les personnes qui étaient interrogées étaient tout à fait dans leur rôle, dans leur façon d'être. En particulier, j'ai trouvé que Bompard était d'une... je veux dire, c'est le digne héritier de Jean-Luc Mélenchon qui assume tout, confirme tout et assume tout. Alors c'était absolument sidérant.
Mathilde Panot, c'était plus émouvant, j'ai trouvé, parce qu'elle était, elle, sur le plateau, dans une position plus inconfortable, puisqu'elle voyait le film et on l'a appelée à commenter. Elle a été soumise à des questions assez âpres du journaliste, et elle était plus déstabilisée et plus émue, je pense. Mais bon, en tout cas, elle a fait son boulot de... Voilà. Et ce qui m'a frappée, et ce que je vous livre à votre réflexion, c'est que tout ça, nous le savons. Nous savons qu'ils ont couvert Caténins. Nous savons qu'ils ont décidé d'envoyer chez tout le monde et eux de décider comment on allait gérer la question des retraites. Nous savons qu'ils ont viré tous ceux qui ne pensaient pas exactement comme Jean-Luc Mélenchon. Nous savons tout ça. Et ça ne change pas l'affluence qu'il y a dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon. Il y a des gens qui viennent dans les meetings et qui sont interrogés, qui racontent ce qu'ils viennent en attendre. Ce que tu as dit tout à l'heure aussi sur l'impact qu'a la France insoumise parmi la jeunesse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la France insoumise soit déconstruite, défaite, pardon, pas déconstruite, mais défaite, par la somme de ces mises en cause qui sont connu de tous. Les gens, ils le savent, ils passent outre. C'est très choquant. Moi, je pense que ça inscrit les limites de la France insoumise. Ayant été communiste, au Parti communiste, je sais que le fait qu'on ait viré tout ce qui a pensé en dehors de l'orthodoxie fait qu'on a un Parti communiste qui est complètement asséché et qui va mourir, et qui est peut-être déjà mort d'ailleurs, et qui même s'il ne le sait pas. Mais donc l'étroitesse, l'absence de démocratie, mais pas simplement de formelle, mais de vie démocratique, c'est-à-dire d'esprit de discussion et de recherche, c'est la mort assurée. Assurée, dans un horizon plus ou moins immédiat, plus ou moins proche. Donc moi je sais qu'est inscrit là-dedans l'impossibilité pour la France insoumise d'avoir une bonne politique, de rassembler large, de gagner des élections présidentielles et d'en faire en sorte une mise en œuvre d'une politique qui tienne compte du réel et de la complexité. Mais pour l'instant, si on n'est pas capable de faire une proposition qui présente la force, la cohérence, l'enthousiasme, voilà, pour la jeunesse en particulier, mais pas que la jeunesse, parce que c'est aussi des gens plus âgés qui viennent dans les meetings de la France insoumise, des gens qui ont été des militants et qui ont envie d'y croire encore, elle restera première. Je suis complètement d'accord avec toi, et moi ça recoupe des réflexions qui emportent, enfin qui se posent sur toute l'échiquier politique, qui est la question de l'efficacité. Et en fait, Jean-Luc Mélenchon a un discours puissant et efficace. Et dans cette efficacité, il n'y a pas la démocratie. Genre, la démocratie, ça prend trop de temps, c'est trop chiant, à la fin on arrive à des compromis mous, et tout le monde a l'impression qu'il faut tourner cette page-là. Et quand je dis tout le monde, c'est pas que la France insoumise. Enfin, quand on voit la façon dont s'est passé le congrès d'Europe Écologie Les Verts, où en vérité le débat entre les différentes motions a été empêché par la direction sortante, on est un peu dans la même logique. Au Parti Socialiste, par contre, bon là, ils essaient de discuter des différentes voies, mais ça ne veut pas dire que derrière, enfin je veux dire, la démocratie, c'est une hypothèse de départ, mais c'est pas suffisant en fait pour faire une proposition et un projet. Tu vois. Ce que Jean-Luc Mélenchon raille en disant, si vous avez envie d'avoir des congrès où on discute des virgules, voilà. Vous pouvez y aller, il y a le Parti Socialiste. Exactement. Mais en vérité, voilà, ce tiraillement en fait entre l'efficacité et la démocratie, et aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que les gens finalement en ont un peu rien à foutre de la démocratie, tu vois, genre la question est pas première. Il y a une question qui est importante, c'est la question de la souveraineté. Alors ça, tout le monde parle de la souveraineté, mais la souveraineté, elle passe pas forcément par la démocratie. Tu vois, la souveraineté, elle passe par le bon projet. Si tu as le bon projet, si tu as les bonnes idées, peu importe comment tu les mets en œuvre, peu importe le processus, ce qui compte, c'est le résultat. Et d'ailleurs, je me souviens de Jean-Luc Mélenchon qui avait dit en 2022 pendant la campagne présidentielle, si je suis élu, il n'y aura plus besoin de faire grève. Vous n'aurez plus besoin de faire grève, tu vois. C'est genre, waouh, on n'a rien compris, mais enfin, c'est une façon de dire,
le processus, tout ça, genre, non. Je vais vous apporter des résultats. Et les résultats, c'est que vous allez vivre mieux, vous allez être plus égaux, et plus émancipés si jamais je suis président de la République. Bon, voilà, je constate en fait qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un temps... D'ailleurs, les questions démocratiques sont pas tellement, comment on dit, source de mobilisation. On se mobilise contre l'extrême droite. Est-ce qu'on se mobilise vraiment pour dire, vive la démocratie et l'état de droit? C'est plus complexe, je trouve. Tu vois, moi, quand j'ai fait la mobilisation à la suite de la condamnation de Marine Le Pen, j'ai bien entendu les slogans, j'ai parlé avec des gens et en fait on était là, et d'ailleurs moi aussi, pour dire merde au Rassemblement national et à l'extrême droite. La défense de l'état de droit, il y a la dame qui est la présidente du syndicat des avocats de France qui a pris la parole, elle a défendu l'état de droit. Mais c'était guère la seule, les autres défendaient plutôt la République contre l'extrême droite. Voilà. Je note que en ce moment, mais je le comprends aussi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on a besoin de résultats. Tu vois, on fait tellement que reculer sur tous les plans que que quelqu'un qui nous vend des lendemains qui chantent. Bon bah oui. Et en plus, quand ces lendemains qui chantent sont puissamment argumentés, comme le fait Jean-Luc Mélenchon, je comprends en fait les raisons pour lesquelles il a autant de succès. Tu vois, faut pas se voiler la face. C'est lui qui présente le mieux ce récit-là. Et de façon le plus argumentée. Donc, un récit dans lequel c'est tout à fait certain que la question de la démocratie n'est pas son sujet. J'ai écouté la conférence qu'il a fait à Montréal à la minute 12 jusqu'à 16. Vous pouvez écouter ce qu'il raconte sur la question de la souveraineté et de l'état de droit. Bon, bah, c'est clair qu'il y a un problème. On ne peut pas vraiment dire que lui, il réitère, il affirme que c'est au peuple de décider et pas à la justice. Donc c'est quand même... Je rappelle que la justice prend ses décisions au nom du peuple français. Oui, mais c'est-à-dire que... je veux dire, il y a une question... Et quand on voit que c'est articulé à ce qu'il dit, il n'y aura pas de mouvement démocratique. La France insoumise n'est pas un mouvement démocratique. Il le dit très très bien dans le reportage de Complément d'enquête. Quand tu vois les rapports qu'il a avec les médias, il refuse de parler à Complément d'enquête, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il choisit de façon... je veux dire, il attaque particulièrement les médias de service public, qui considèrent comme étant les médias d'Emmanuel Macron, alors que les autres, ce ne sont que des médias des milliardaires, ça c'est pas grave, et qu'il n'a pas beaucoup de rapport avec les médias indépendants, tous il les boycotte, donc il a un rapport avec le monde médiatique. On ne peut pas vraiment dire qu'il a un rapport très sympathique avec les journalistes d'une façon générale, quel qu'il soit, quel que soit le lieu de leur exercice. Donc il y a une question très très sérieuse sur la question démocratique, mais qui est ce que tu dis, c'est qu'en fait au fond ce n'est pas son problème, il est sur autre chose, et il ne considère pas du tout que c'est le cœur du réacteur d'une réussite, et comme tu dis, on lui en veut pas. Apparemment les gens ils ont l'air d'être d'accord avec ça. Autre point sur la gauche, c'est le congrès du Parti Socialiste. Alors c'est bien parce que cette histoire va nous tenir jusqu'au mois de juin, parce que c'est fin juin qui vote au Parti Socialiste. Là, cette semaine, il y a la camarade Aubry, Martine de son prénom, et pas Manon, qui a annoncé son soutien à Olivier Faure. Ce qui n'était pas donné. Tu vois, c'était pas une évidence que, elle allait se rallier au panache du secrétaire national sortant. Peut-être que tu peux expliquer, avancer des raisons. Oui, la première qui me vient en tête, c'est que Martine Aubry, c'est quand même quelqu'un de l'appareil qui a été secrétaire national, et que les apparatchiks soutiennent les apparatchiks, quand même. Ah non, mais sérieux, je veux dire, l'idée que le secrétaire national du Parti Socialiste puisse être dégommé, je pense que ça ne fait pas partie du logiciel de Martine Aubry. Normalement, on maintient l'ordre, comme dirait l'autre. Donc, son cœur va naturellement à soutenir, j'ai très bien connu ça dans d'autres lieux. Donc, on soutient la direction sortante par première approche. Mais ce qui est plus intéressant, c'est les raisons maintenant qu'elle avance pour le soutenir, et je crois que c'est ça qui me semble le plus important, c'est que Martine Aubry, elle a quand même conscience que le Parti Socialiste est à peine en convalescence. Il se la raconte, mais grave.
C'est-à-dire que s'ils pensent que leur nombre de députés, c'est grâce à leur résurrection, je pense qu'ils se racontent des salades. C'est-à-dire que les socialistes ont à faire amende honorable et à proposer autre chose s'ils veulent retrouver un peu de dynamisme. Et pour l'instant, ils pensent qu'ils peuvent translater le résultat de Raphaël Glucksmann sur eux-mêmes. Je crois que c'est pas vrai. C'est-à-dire que, en fait, le résultat de Raphaël Glucksmann plus le résultat des écologistes, c'est exactement le résultat de, je ne sais plus qui c'était, qui était chef de file pour les socialistes en 2019. En 2019. Et de Jadot. C'est-à-dire qu'en fait, ce groupe-là, le groupe socialiste écolo, n'a pas bougé, ils n'ont pas du tout progressé, et Raphaël Glucksmann a bénéficié d'une certaine cohérence dans ses engagements et de continuité dans ses engagements qui ne sont pas généralisables à l'ensemble de l'espace socialiste. Et donc je pense que Martine Aubry, elle le dit assez clairement dans le texte de soutien qu'elle apporte à Olivier Faure, c'est qu'elle appuie le cœur de la proposition d'Olivier Faure, c'est-à-dire qu'il faut une gauche rassemblée de François Ruffin à Raphaël Glucksmann. Elle pense que c'est ça et pas une candidature, parce qu'au fond c'est sur ça que ça va se jouer, hein, le congrès du Parti socialiste. Tout le monde a acté que Jean-Luc Mélenchon ne ferait pas partie de la candidature à venir. Donc est-ce que c'est une candidature social-démocrate issue des rangs social-démocrates auxquels on peut apporter soutien, ou est-ce que c'est une candidature commune et donc qui est élaborée avec toutes les sensibilités de la gauche non insoumise? Martine Aubry, elle dit je pense que c'est ça qu'il faut faire, parce que elle voit bien que sans ça, ils se feront sans doute mieux que les 1,57% de Anne Hidalgo de la dernière présidentielle, mais ils ne vont pas faire un score formidable. Charge encore au Parti socialiste d'inventer la recette qui puisse faire tenir dans une même proposition et dans un même projet vraiment des gens qui disent des choses aujourd'hui complètement différentes. Et aujourd'hui, je ne vois pas le début d'une proposition à la matière. Alors, en fait, ce qui est porté par Clémentine Autain et Lucie Castet, qui faisaient hier une conférence commune à Sciences Po Paris, c'est de dire on a une base qui est le programme du NFP. Et que donc c'est sur ça qu'il faut repartir et l'actualiser, l'enrichir, mais on a suffisamment d'éléments en commun. C'est-à-dire le programme de la France Insoumise. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le programme de la France Insoumise est un peu édulcoré. Comme le raconte très bien Jean-Luc Mélenchon, mais ça a été quand même assez raconté, c'est qu'en fait, quand ils ont élaboré le programme du NFP, comme quand ils ont élaboré le programme de la NUPES, les seuls qui avaient un programme, c'était la France Insoumise. Et que donc le débat portait sur tout ou partie des propositions de la France Insoumise, mais il n'y avait pas d'alternative à ça. Ce qui fait que ça donne un programme qui est un programme assez alternatif, enfin je veux dire, du coup, qui a permis aussi, je veux dire, le rassemblement du NFP, c'était aussi sur cette base assez critique, novatrice, alternative, etc., que ça a pu se faire. C'est-à-dire ça n'a pas rien à voir avec le fait que le socle de départ, c'était le socle de la France Insoumise. Alors maintenant, s'ils veulent repartir sur ça, très bien. Moi, je suis archi d'accord avec ça. Je ne sais pas si ça sera comme ça, que ça sera vu par le reste du Parti socialiste qui s'organise, notamment tous les tenants de François Hollande jusqu'à Raphaël Glucksmann, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait de critique de la logique qui a été la leur dans les périodes de gouvernement. Et la logique qui était la leur, encore une fois, c'est pas parce qu'ils étaient méchants, c'est parce qu'ils n'en avaient pas d'autres, parce qu'ils ont pensé faire le mieux. Ce que raconte aussi très bien Mélenchon, c'est plusieurs conférences où il raconte ça, la discussion qu'il avait eue avec Lionel Jospin, dans laquelle Lionel Jospin lui disait il faut prendre ce qu'on peut prendre dans l'affrontement avec le capital. Et que Mélenchon lui dit mais il n'y a rien à prendre. Donc en fait, je pense qu'il y a une partie de la social-démocratie qui reste sur cette logique-là. Voilà, donc pour l'instant, je ne sais pas si ça peut tenir. En tout cas, c'est le discours qu'essaient de porter Lucie Castet et Clémentine Autain, c'est de dire on a une base commune, partons de là. On va voir
La fin de l'histoire n'est pas dite encore. Et quelles sont les lignes de force aussi qui vont être le plus exploitées? Parce qu'il y a plus de 600 mesures. Moi, je suis désolé, mais il y en a... Oui, c'est vrai, mais il y a quand même une logique de fond, qui traverse ça, qui, si elle est maintenue, en ferait une base assez solide quand même. Je suis d'accord. La logique de fond, c'est la rupture, l'égalité et la liberté. Voilà les lignes de fond, tu vois. Genre, mais bon, ça, c'est partagé par la gauche. Après, la question des mises en forme, parce que la question de savoir si tu pars à 60 ans ou 62 ans, genre le nombre d'annuités, etc. Ça, c'est des points précis sur lesquels, en fait, il n'y a pas d'accord à gauche. Oui, mais ça suffit pas. Enfin, bon, bref. On fera un autre sujet là-dessus, un autre débat là-dessus. Dernière petite chose, moi, je voulais dire un mot sur le livre de... Oui, que je n'ai pas lu, mais que tu as lu. Oui, j'ai lu le livre de Fabien Roussel, qu'il a sorti, encore une fois, avec un journaliste avec qui c'est la 3e fois qu'il écrit son livre, donc ils ont l'air de bien s'entendre, qui s'appelle Le Parti pris du travail. Ce que je voulais en dire essentiellement, c'était que c'était un livre qui était un tout petit peu inquiétant sur l'état d'esprit de Fabien Roussel, pas forcément de l'ensemble des communistes. Ceux avec qui je discute ne disent pas tous ça, y compris dans les cercles là-haut, quoi. C'est que lui se prépare à repartir à l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il dit que, en gros, c'est la base des idées qu'il veut que soient apportées à l'élection présidentielle, et que si elles ne le sont pas, il est prêt à se sacrifier pour la cause. D'accord ? Donc en fait, c'est tout à fait clair que ça commence à constituer les bases d'un engagement pour l'élection présidentielle. Voilà, avec toujours pour lui-même l'idée qu'il est très apprécié dans les sondages, et c'est vrai que c'est avec François Ruffin, ils sont les deux personnalités de gauche les plus appréciées. Y compris à gauche. Oui, bien sûr. Oui, chez les électeurs de gauche, les deux personnalités les plus appréciées, c'est François Ruffin et Fabien Roussel. Donc il pense que ça lui donne des marges pour pouvoir retourner une nouvelle fois à la bataille. Il n'y a aucune réflexion sur les échecs passés, c'est-à-dire les élections présidentielles et européennes, les deux, où ils font moins de 3%. Il n'y a pas de retour et d'analyse. C'est-à-dire qu'en fait, ce livre n'est pas un livre politique. C'est-à-dire qu'il ne discute en aucune façon de quelles sont les conditions pour que le projet communiste et la proposition communiste soient partagés. Et le fait qu'ils n'y parviennent pas, ça ne fait pas partie des questions qui sont posées dans le livre. Et donc dans le livre, il répète que ça serait bien que tout le monde travaille avec un bon salaire et une formation, et qu'on puisse se former tout au long de la vie. Et d'ailleurs, ça serait bien pour les jeunes, puis ça serait bien aussi pour les femmes, puis aussi pour les cheminots, pour les métallurgistes, pour les immigrés, pour les fonctionnaires, pour les enseignants. Enfin voilà, ça serait bien pour tout le monde. Donc il explique que ça serait bien, que je peux partager tout à fait. Il dit qu'il veut que le travail soit revalorisé, ce que je crois tout à fait juste. Et là encore, il ne dit pas quelles sont les conditions, pas simplement de rêve, pas simplement les conditions oniriques, les conditions réelles, les conditions politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela advienne? Avec une question qui est dans tout le livre, c'est la conscience de classe, c'est défaite. L'unité de classe, c'est défaite. Tout le monde la société française est explosée. D'accord? Et alors? Ben non, ça je ne sais pas, il n'y a pas de réponse à ces questions. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les questions politiques ne sont pas traitées. L'affaiblissement du Parti communiste n'est pas traité, comment on reconstruit une unité du peuple français, ce n'est pas traité. Par ailleurs, il ne parle que de la France, ça me semble être un point très problématique quand on est n'importe quel parti dans la France d'aujourd'hui. Alors peut-être quand on est un parti communiste, ça me semble être encore plus problématique, vu normalement l'ancrage internationaliste de ce parti. Et enfin, dernier truc, alors là qui m'est... j'avoue que je m'en suis pas remise. Lafayette. Ah oui, il termine son livre, les dernières phrases, mais la dernière phrase, il dit « Moi j'aime le drapeau tricolore brandi par Lafayette et le drapeau rouge de la classe ouvrière ». D'où il sort cette idée du drapeau tricolore brandi par Lafayette? En dehors du fait que ça n'a jamais existé.
Il n'y a pas de drapeau tricolore brandi par Lafayette. Lafayette, il a inventé la cocarde qu'il a demandé au roi de porter. C'est-à-dire que c'est quand même le monsieur qui a agi pour la réconciliation lors de la fête de la Concorde en 1990. Ensuite, il a été très actif pour tirer sur le peuple parisien au Champ de Mars. Au Champ de Mars. C'est lui qui dirigeait la garde à ce moment-là. Il a dû s'expatrier, il a été déclaré traître à la nation, quand même, et c'est cet homme-là que Fabien Roussel prend en référence. Roussel est dans l'idée d'être transgressif. Donc, il attaque le RSA pour dire qu'il ne veut pas une gauche du RSA, il veut une gauche du travail. Bon, d'accord, ok, on met ça. C'est toutes ces formulations, il est le parti du travail et puis le parti des travailleurs. Et dans les symboles les plus profonds de la culture de gauche, il va chercher Lafayette. C'est-à-dire celui qui serait peut-être a-t-il en tête de dire, comme quand il dit qu'il serait prêt à participer à un gouvernement d'union nationale. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, je ne sais pas. Il y a un niveau de transgressivité, peut-être même de révisionnisme de la culture communiste, du projet communiste, qui va très très loin. Et je ne sais pas. Il faut qu'à un moment donné, maintenant, les communistes qui sont au Parti communiste se posent un peu des questions, quoi. Parce que à quand ça s'arrête, ce truc, hein? Une référence à Thiers ou... Ouais, c'est ça, non mais... Incroyable, quoi. Ou à Louis-Philippe. Non mais, prendre Lafayette pour la Révolution française, non mais, non, quoi. C'est insensé. Et je suis certaine que ce livre, qui est un petit livre, hein, parce qu'il fait 160 pages, franchement, je l'ai lu en 2 heures, il a été relu par d'autres. Donc ce n'est pas une erreur. C'est sciemment que c'est marqué. C'est sciemment qu'ils ont pris ce bonhomme-là en référence. Je pense que ça donne un éclairage sur les espèces d'ambiguïté qu'il y a dans son discours par ailleurs. Et ça montre par ailleurs aussi son faible intérêt pour la reconstruction d'un truc un peu solide, quoi. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a de communiste, ce type, en fait. Bon, en tout cas... Enfin bon, j'avoue que j'ai écrit une lettre très gentille par rapport à ce que je pense profondément que j'exprime là. J'ai dit des choses beaucoup moins désagréables, mais je trouve ça... on est dans un niveau de remise en cause qui est... Bon, moi, je ne l'ai pas encore lu. Moi, je l'ai pas encore lu, le livre, mais je vais le lire. Et je vais envoyer aussi une invitation à Fabien Roussel pour venir dans la midinale, voilà, éventuellement en parler, mais il ne nous répond pas comme... Il n'a jamais accepté. Non. Donc, Si, il a accepté il y a longtemps, et maintenant, ça fait longtemps qu'il n'accepte plus. Voilà. Hélas. Mais moi, j'aimerais bien discuter on va faire Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Jean-Luc Mélenchon, il ne répond pas. Mais je ne sais pas si je serais aussi sur la tête remontée et tout, tu vois, mais moi j'ai des questions à lui poser parce que moi il y a des choses quand même que je trouve intéressantes en fait dans son discours et que je continue, tu vois, dans le genre, tu vois, quand tu dis c'est la personnalité préférée, y compris des électeurs de gauche, ça vient pas de nulle part non plus. En fait. Et donc il incarne quelque chose d'un certain... Il incarne aussi un certain projet pour la gauche, tu vois. C'est une personnalité politique, hein. C'est pas Benabar ou Jean-Jacques Goldman, hein, tu vois, donc il incarne quelque chose. Encore faut-il comprendre ce qu'il incarne et saisir où est-ce qu'il veut aller et comment on travaille ça, etc. Tu vois, moi, je veux dire, je vais pas... Tu es raisonnable. Non, je suis pas raisonnable, mais j'essaie de comprendre, tu vois. Ah ben oui, non, mais tu as raison. De toute façon, je veux dire, tu as raison. J'ai des critiques à faire à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, alors que je sais aussi que c'est lui qui a le projet le plus costaud à gauche. J'ai des critiques à faire à l'égard de Fabien Roussel, alors que je vois que c'est la personnalité préférée des électeurs de gauche. Voilà, à partir de là, il faut réfléchir. Sur ce, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao.